parler de la lecture, il faut parler du préalable, qui est vraiment la communication orale. Donc, c'est ce que je vais parler, sur ce quoi je vais parler aujourd'hui. Pour ceux qui sont peut-être en voie d'acquisition du français, si vous ne parlez peut-être pas autant le français à la maison, a lot of the slides are also in English and I can take questions in English. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que les diapos soient disponibles en français et en anglais. Vous avez ici mes coordonnées. J'ai des comptes sur Facebook, Instagram. Il y a aussi mon site web où vous pouvez retrouver beaucoup d'informations, puis je vais m'y référer pendant cette présentation. J'ai aussi une chaîne YouTube où j'affiche plusieurs vidéos pour les parents. Les vidéos sont disponibles en français. Also videos available in English for families who have children learning French as a second language. Donc, juste pour donner un aperçu, vous allez dire bot, pourquoi est-ce qu'il y a une botte sur chaque diapo? Donc, c'est ça, bilinguisme en Ontario, cas de troubles ou de développement typique chez les enfants. Puis vraiment, la botte, mais ça, c'était un de mes enfants qui l'avait dessiné il y a une dizaine d'années. C'est pour démontrer qu'on peut avancer vers un bilinguisme durable, une botte à la fois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait là, pendant toute la vie. Grosso modo, aujourd'hui, on va parler un peu là, du contexte minoritaire. Pourquoi c'est important de commencer avec ça? C'est quoi le langage? Hein? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, le langage? Ce que j'appelle le MOM. Je vais vous parler un petit peu de comment un enfant apprend une langue, que ce soit sa langue première ou sa langue seconde. Donc, il y a des parents ici qui ont peut-être des enfants qui ont encore 3 ans, qui vont commencer l'école en septembre. Il y en a d'autres qui ont peut-être des enfants en 2e année. Donc, on a quand même une marge assez large d'âge. On va parler de l'école de langue française, le vocabulaire, puis comment vous pouvez aider votre enfant à apprendre le français dans un environnement qui est majoritairement anglophone. Donc ici, je vais vous montrer plusieurs, ce que j'appelle des francofaits. Donc, c'est des faits basés sur la recherche. Donc, on sait que l'exogamie, donc pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas familiers avec ce terme, l'exogamie, c'est quand dans une maison, tu as un parent qui parle une langue et un parent qui parle une autre langue. Donc, le fait d'avoir un foyer bilingue, ce n'est pas ça qui est la cause de l'assimilation. Ce n'est pas pour ça que les enfants vont arrêter de parler le français. C'est vraiment le choix des parents du foyer exogame de maintenir ou non un haut niveau de francité qu'on appelle la francité familio-scolaire qui va déterminer la réussite du bilinguisme chez l'enfant. C'est vraiment d'aller voir, est-ce que les familles veulent appuyer leur enfant dans ce voyage de bilinguisme qui va durer là, de la maternelle à la 12e année. Donc, plus la famille s'implique, plus vous allez voir que l'enfant va développer un haut niveau de bilinguisme, d'acquisition de la langue française. Puis, veut pas, dans un contexte minoritaire comme francophone, par la 12e année, on est pas mal bilingue. Donc, quelques statistiques, là, je passe vite là-dessus, juste pour vous situer. Donc, au Canada, dans toutes les provinces, sauf le Québec, il y a à peu près 4 millions d'enfants inscrits là, dans toutes les écoles. Il y en a un demi-million qui sont instruits en français, donc près de 13 %. À peu près 11 % de tous les élèves au Canada hors Québec sont inscrits dans des programmes d'immersion en français et 4 % là, dans des écoles de langue française. Alors, moi, c'est ce 4 % là, qui m'intéresse aujourd'hui. J'en ai fait une carrière. C'est d'aller voir comment est-ce que les enfants dans des écoles de langue française apprennent le français dans un contexte linguistique minoritaire. Donc, vous avez les statistiques here in English for parents who find it a little bit easier to read in English. Alors, veut pas, on est exposé à l'anglais souvent dans la cour d'école. Hein, il y a des amis qui vont parler en anglais avec les jeux vidéo, des fois dans les couloirs d'école même. On est bilingue, on ne peut pas fermer nos langues. Les langues sont toujours actives dans le cerveau. Plusieurs enfants vont écouter de la musique en français, en anglais et en français, mais les statistiques montrent que plusieurs l'écoutent en anglais, vont peut-être faire de la lecture en anglais, écouter la télé en anglais. Alors, on a beaucoup d'exposition à l'anglais. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des trucs, comment essayer d'augmenter l'exposition au français dans notre communauté. À peu près 70 à 80 % des élèves sont apprenants de la langue française dans nos écoles. Donc, ceci est encore une fois là, au Canada dans les contextes minoritaires. Donc, que tu sois au Nouveau-Brunswick, ici en Ontario, à Saskatchewan, au Manitoba, j'ai des collègues un peu partout à travers le pays et c'est la même réalité un peu partout. Donc, il y a juste de moins en moins, puis les Statistiques Canada là,
recensement l'a montré, de francophones au Canada. Donc, on voit vraiment là, un mélange d'enfants qui nous arrivent qui ne parlent pas le français à la maison ou qui sont bilingues ou qui parlent peut-être 3 langues. Donc, on sait que les premières expériences et les environnements dans lesquels les enfants se développent au cours de leurs premières années, puis les premières années, c'est typiquement 0 à 6 ans, peuvent avoir un impact durable sur leur réussite ultérieure à l'école et dans la vie. Donc, c'est à ce moment-là où il y a énormément de connexions neuronales qui se développent. C'est un moment où les enfants sont réellement de petites éponges et plus on leur donne un environnement langagier riche et diversifié, mieux sera leur réussite scolaire plus tard. Donc, je vous ai dit que j'allais vous parler un petit peu de c'est quoi le langage. Hein? On sait c'est quoi les langues. Les langues, le français, l'anglais, le mandarin, l'espagnol, l'urdu, l'arabe, etc., etc. Mais c'est quoi le langage? Qu'est-ce que ça mange en hiver? What is language? Donc, rapidement, on divise ça, nous autres, dans le monde de l'orthophonie, en 3 grands domaines. Donc, le contenu. Donc, ça, c'est l'idée générale. Le message que tu veux transmettre. La forme, bien ça, c'est la grammaire, essentiellement. Toutes les petites parties des mots, des phrases qui sont importantes. Et l'usage, bien ça, c'est on utilise le langage en contexte social. Nous sommes des êtres sociaux. Donc, on ne va pas communiquer de la même façon lors d'une entrevue que l'on communique lors d'un entretien avec des amis ou peut-être avec des enfants. Donc, je vais vous lancer un défi. Écrivez dans le clavardoir si vous vous sentez à l'aise de le faire et si vous pouvez le faire. Sinon, écrivez-le sur un bout de papier. Ce que vous avez mangé pour votre dernier repas. Vous pouvez l'écrire en anglais aussi si vous n'êtes pas à l'aise en français. Et écrivez la réponse en phrase complète. Donc, je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'ai bu un smoothie aux bananes et au chocolat et j'ai bu un latte matcha. Point. Donc, je vous donne quelques secondes pour rédiger votre petite phrase. Est-ce qu'on a accès au clavardoir? Non, le chat n'est pas disponible. OK, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je pense que ça va de soi que c'est pas trop compliqué à écrire ce que vous avez mangé ce matin. Donc, j'ai un autre exemple ici. Ce matin, j'ai mangé 2 toasts avec du beurre d'arachide et du yogourt grec et 2 tasses de café, comme exemple. Donc, ici, j'ai surligné quelques petits mots, j'ai ajouté des couleurs. Donc, j'ai écrit ce matin parce que ça me met en contexte. Quand est-ce que j'ai mangé? Mais c'était ce matin. Là, bien, le J en jaune, j'ai utilisé le pronom je. Donc, je n'ai pas dit tu as mangé. Donc, je savais que je devais utiliser le mot je. Là, j'ai conjugué mon verbe manger au participe passé parce que je parlais de ce matin. Donc, j'ai mangé. Et j'ai mis toast et tasse au pluriel. Quand on le dit là, à l'oral, on ne l'entend pas. Là, le S, je n'ai pas dit 2 tasses de café. En anglais, on l'entend. On l'entend par contre. I ate 2 toasts and 2 cups of coffee. Donc, ça, là, c'est toutes des petites choses qui se passent. Donc, la première chose, c'est qu'on a eu l'idée dans notre tête. On a vu une image de ce qu'on a mangé. Mais ensuite, quand vous avez écrit votre phrase, c'est tout ça ici qui est entré en jeu. Vous avez dû utiliser une bonne conjugaison de verbes. Vous avez utilisé un mot qui nous a probablement dit quand vous avez mangé. Et vous avez possiblement mis une lettre majuscule et un point à la fin de votre phrase. Donc, les enfants qui apprennent à parler, qui apprennent à écrire, ce sont toutes des compétences qu'ils doivent apprendre. Donc, ça va, c'est pas trop compliqué quand on parle de ce qu'on a mangé. Maintenant, faites la même chose. Écrivez une phrase complète des nombreux avantages liés à l'apprentissage de l'histoire. Donc, pourquoi c'est important d'apprendre à propos de l'histoire d'un pays, par exemple? Donc, je vous donne quelques instants pour rédiger votre phrase complète. Donc, ceci est un petit peu plus difficile parce que là, vous n'aviez pas nécessairement une image qui
qui est arrivé en tête. Hein? Votre dernier repas, vous le savez, ça ne fait pas si longtemps que ça, probablement. Peut-être que vous êtes en train de manger votre dîner tout de suite. Mais quand je vous demande de me rapporter les avantages liés à l'apprentissage de l'histoire, là, vous devez aller creuser. Là. Bon, bien, quel mot est-ce que je vais utiliser? C'est quoi les avantages? Donc là, vous êtes en train d'aller faire recours à vos connaissances antérieures. Donc, les parties du langage là, qui sont impliquées sont beaucoup plus complexes et sont beaucoup plus précises. Donc, vous devez vraiment aller chercher des mots qui sont pertinents à l'histoire. Donc, au fur et à mesure que l'élève progresse au niveau du curriculum, donc de la première année, deuxième année, troisième année, etc., jusqu'en 12e année, le langage se complexifie de cette façon-là. On demande aux élèves de parler de plus en plus de sujets abstraits. Quand ils sont plus jeunes, on parle de ce qu'on voit. Hein? On regarde la météo dehors, il neige, il fait soleil, on parle des choses qui sont plus concrètes. Mais plus l'élève vieillit, plus il doit aborder des thèmes abstraits. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important qu'il ait un vocabulaire qui lui permet de parler de ces thèmes abstraits-là. Puis c'est là où les parents peuvent vraiment aider. C'est le développement de ce vocabulaire-là. Donc, Jim Cummins, c'est un chercheur renommé. Lui, il a divisé ses compétences-là en deux. Donc, il parle du langage quotidien. Donc, en anglais, c'est le Basic Interpersonal Communication Skills, donc le BICS, que certains auteurs appellent aussi le kitchen talk, le parler de cuisine. Donc, as-tu fait tes devoirs? Ramasse ta boîte à dîner, va ranger tes bottes, va brosser tes dents. Donc, c'est souvent un langage beaucoup plus informel. Mais là, on a aussi le langage scolaire, qui est le Cognitive Academic Language Proficiency, donc le CALP, selon Jim Cummins. Et c'est ça qui est de plus en plus complexe et abstrait avec le temps. Alors, on sait que le langage scolaire, ça peut vraiment aider à développer les compétences de l'élève. Et puis, la lecture vient aider avec ça. Plus l'élève lit, plus il va développer ce vocabulaire riche et diversifié-là. Donc, on veut essayer d'entourer les enfants de langages riches et diversifiés tout au long de la journée. Et puis, on le sait que le vocabulaire, là, ça, c'est quelque chose qui va s'accumuler pendant toute notre vie. Hein, on n'arrête jamais d'apprendre des mots. Les mots, c'est toujours quelque chose qui évolue. Il n'y a pas un maximum. Donc, pendant l'atelier à la fin mars, c'est là où on va vraiment parler de comment vous pouvez appuyer votre enfant par l'entremise de la lecture. Donc ici, I have the same slide, but in English. Donc, vous allez recevoir un PDF de plusieurs infographies. Chaque infographie est disponible en français et en anglais. So I have a few infographics that are available in both French and English. La première que je vous montre s'intitule le MOM. Et sur l'infographie, vous avez divers liens. Un lien vers une capsule YouTube, des liens vers d'autres ressources, des liens vers des balados que j'ai enregistrés avec des experts. Donc, vous pouvez même aller utiliser le code QR là, pour vous rendre à mon site web pour trouver des infographies, puis c'est tout gratuit. Donc, c'est quoi le MOM? Bien, ça comporte les moyens, les occasions et la motivation. Les moyens, c'est vraiment ce que l'enfant peut, c'est en lien avec son développement cognitif. OK? Alors, un enfant en développement typique, ça va, il y a tous les moyens. Un enfant qui a peut-être un trouble développemental du langage, bien, pour lui, ça va être un peu plus difficile d'apprendre une langue, 2 langues, 3 langues. Il peut encore l'apprendre, mais ça va nécessiter plus d'appui. Un enfant qui a un syndrome quelconque, le syndrome de Down, par exemple, la paralysie cérébrale, les moyens cognitifs ne sont pas comme un enfant en développement typique, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas apprendre une deuxième langue. Il peut l'apprendre, mais avec plus de soutien. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on entend par les moyens cognitifs. Les occasions, ou en anglais pour le MOM, c'est opportunities. Il faut qu'un enfant soit exposé à une langue avec une grande quantité pour pouvoir bien la maîtriser. Alors, une chercheure de McGill, Ellen Third-Arter, a fait une étude et a démontré qu'un enfant doit être exposé à une langue pendant 40% de son temps de veille, pendant le temps qu'il est réveillé, pour bien comprendre cette langue, pour la comprendre comme un enfant monolingue de cette langue-là. Okay?
pour bien utiliser cette langue, Ellen Théodore a découvert qu'il faut qu'il soit exposé à cette langue 60% de son temps d'éveil. Donc, c'est beaucoup dans un contexte linguistique minoritaire, puis c'est pas nécessairement réaliste, mais je vais juste vous présenter des faits qui proviennent d'une étude qui avait été effectuée à Montréal. Ellen Théodore avait comparé des francophones monolingues du Québec à des bilingues, des anglophones qui apprenaient le français comme langue seconde. On sait aussi que ça prend du temps. Okay? Donc, non seulement on a besoin beaucoup d'exposition, mais on a besoin du temps. Donc, encore, Jim Cummins avait découvert dans les années 80, puis ça a été dupliqué à maintes reprises, que pour apprendre le BICS, donc vous voyez ici, donc le langage social, le kitchen talk, ça prend là à peu près 2 ans. Donc, si c'est un enfant qui apprend une langue seconde, qu'il est exposé à cette langue seconde-là, disons en maternelle, bien, normalement, en contexte majoritaire, je vais expliquer, ça y prend 2 ans. Donc, lui, Jim, avait fait ses études à Toronto. Et il avait regardé à plusieurs familles immigrantes qui parlaient une autre langue que l'anglais et le français, puis qui apprenaient l'anglais pour la première fois. Donc, ils étaient exposés à l'anglais presque tous les jours. Donc, ça leur prenait 2 ans à avoir une conversation en anglais. Ça leur prenait jusqu'à 8 ans pour développer ces compétences linguistiques scolaires, le Cognitive Academic Language Proficiency. Mais n'oubliez pas que ça, c'est dans un contexte où l'anglais est parlé toujours. Donc, on le sait que pour nous, lorsqu'un enfant apprend le français, surtout quand c'est le français langue seconde, ça peut prendre un peu plus de temps. Quand c'est le français langue maternelle, c'est la langue maternelle, elle est déjà apprise. Mais l'enfant est quand même exposé au français et à l'anglais. Donc, il faut toujours continuer à exposer l'enfant au français le plus possible. J'avais créé un sondage, donc vous allez peut-être vous dire, bien, comment je sais, moi, si mon enfant est exposé au français 40% de son temps? Donc, sur mon site web, il y a un sondage qui vous demande d'inscrire pour tous les jours les différentes activités que font vos enfants. Puis là, on obtient le pourcentage à la fin du formulaire. Ça change. Donc, pendant le congé des fêtes, pendant le congé du mois de mars qui s'en vient bientôt, des fois, on va voir un peu moins de français si c'est une famille exogame. Donc, ça dépend. Donc, c'est juste quelque chose à tenir en tête que l'exposition au français va varier selon le temps de l'année. Alors, vous allez dire, oui, mais mon enfant est dans une école de langue française, donc je ne devrais pas craindre à ce qu'il atteigne ces seuils-là. Idéalement, oui, mais les enfants sont seulement à l'école pour, à peu près 6 heures. Donc, j'ai essayé d'estimer en regardant au curriculum puis en consultant avec des collègues. Donc, ici, il y a un petit chiffre, là, ça dit 12 heures. Donc, on prend pour acquis que les enfants de la maternelle à la 3e année là, sont réveillés pour à peu prprès 12 heures de temps. C'est peut-être plus ou moins, là. Donc, s'ils se réveillent à 7 heures le matin, ils se couchent vers 7 heures, 8 heures le soir. Alors, à l'école, ils ont un enseignement en français à peu près 5 heures par jour. Donc, ça leur donne leur 42 %. De la 4e à la 8e année, ils sont réveillés un peu plus longtemps. Donc, ici, je base mon pourcentage sur à peu près 14 heures. Et il y a à peu près 85 % de l'enseignement qui se fait en français parce qu'à partir de la 4e année, ils ont un cours d'English. Donc là, ils sont exposés au français, à un enseignement en français 30 % de leur temps. Et au secondaire, mais ça dépend. Au secondaire, il y a un cours de English obligatoire maintenant. Donc, s'ils sont réveillés à peu près 16 heures de temps dans une journée, ça diminue à peu près 30 %. Donc, ça, c'est l'enseignement. Mais on a aussi des activités culturelles dans les écoles de langue française. Hein? On a les heures d'accueil le matin, il y a les activités sportives après l'école, il y a des activités culturelles. Donc, on augmente un petit peu là, ce nombre-là en fonction des activités qui se déroulent. Ce n'est pas juste de l'enseignement qui se passe à l'école. Alors, on voit que quand les enfants sont très jeunes, ils sont proches là, du 40 à 60 %, mais plus ils vieillissent, plus ce pourcentage diminue. 1, parce que là, on introduit les cours d'English. 2, parce que les enfants sont réveillés plus longtemps. Donc là, sont exposés à d'autres langues à l'extérieur des heures de classe. Donc, pour atteindre ce 40 à 60 %, moi, j'avais créé des ressources pour des parents qui sont plutôt anglophones pour essayer d'augmenter davantage l'exposition au français à la maison si c'est quelque chose que vous ne faites pas déjà.
So there are resources here to increase exposure to the French language at home if this is something that you're not doing already. Donc, vous pouvez utiliser le code QR où j'ai créé des ressources là, selon les âges. J'ai aussi créé une ressource pour l'été. Donc, l'été, j'ai souvent des parents qui me posent des questions. Comment est-ce que je peux m'assurer que mon enfant est suffisamment exposé au français l'été? Bien, j'ai cherché dans la communauté sud-buroise ici différentes activités pour les enfants qui se déroulent en français. So there's a lot of activities that do take place in French in the community during the summer months. So I invite parents to look at those resources for more information. You can use the same QR code. Donc, j'ai parlé ça prend les moyens cognitifs pour apprendre une langue, ça prend des occasions, beaucoup d'expositions. Puis le troisième M, c'était la motivation. Plus l'élève vieillit, surtout, plus il faut qu'il le veuille d'une volonté profonde. On ne peut pas forcer un enfant à apprendre une langue, surtout quand il est un peu plus vieux. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cet affect, qu'il veuille apprendre le français. On sait que l'exposition à une langue seule, donc c'est le haut, les occasions, ça, à elle-même, ne va pas garantir une meilleure maîtrise ni une identification plus forte à la langue. Le rôle actif des jeunes dans leur propre développement linguistique et identitaire en devient d'autant plus essentiel. Donc, ça revient à ce désir de parler le français, cette motivation-là. Puis ça, les parents, vous pouvez aider avec ça. Plus, cette francité familiaux-scolaire, plus vous intéressez à ce qu'ils font à l'école. Ah, partage-moi ce que tu as appris aujourd'hui, montre-moi la chanson que tu as apprise, parle-moi du livre que vous avez lu. Ah oui, tu as appris un nouveau mot, même si vous ne parlez pas le français. What did you learn today? Tell me about that new word. Let's see if we can find that book on YouTube. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour montrer à votre enfant que vous appuyez son apprentissage parce qu'il faut vraiment qu'il le veuille. Donc, c'est ça. Donc, le développement linguistique et identitaire. On veut que la francophonie fasse partie de leur identité. Ceci, en revanche, va les aider à apprendre le vocabulaire. Donc, je vous ai dit au début que le vocabulaire est vraiment à la base de tout apprentissage. Mais il faut l'apprendre, ce vocabulaire-là. Il y a trop de mots à enseigner, donc l'enfant doit vouloir apprendre des nouveaux mots. Ceci est une activité que je fais souvent quand je travaille avec des enfants. Je leur demande de dessiner une silhouette de leur portrait et de m'ajouter des couleurs qui représentent les langues parlées. Donc ici, c'est un exemple que j'ai trouvé en ligne. Là, il y a plusieurs langues, mais peut-être que vous avez le français, l'anglais, peut-être qu'il y a une autre langue aussi qui est parlée par des membres de votre famille. C'est d'aller voir, mais est-ce que l'enfant a un attachement aux langues? Donc, c'est vraiment une belle activité qu'on peut faire avec des enfants. On voit ici que cet enfant-là avait mis le chinois à son cœur, peut-être qu'il pense en chinois. Donc, les enfants nous donnent toutes sortes de réponses. Pourquoi? Il y en a qui vont dire j'ai mis l'anglais sur ma main parce que moi, je joue au basketball, puis au basketball, ça se passe juste en anglais. Puis quand je dribble la balle, ça me fait penser à l'anglais. Donc, c'est une façon de parler des différentes langues que les enfants apprennent. Vous pouvez faire votre propre portrait linguistique, leur montrer comment les langues sont représentées là, chez vous. J'ai aussi créé des capsules vidéo et des infographies qui portent sur l'acquisition d'une langue seconde. Comment est-ce que les enfants apprennent une langue seconde? So I do have some infographics on the acquisition of a second language. How do children learn a second language? Donc, encore là, vous pouvez retrouver ces infographies au code QR, mais vous allez aussi les recevoir en format PDF. Il y a souvent, lorsqu'un enfant apprend une langue seconde pour la première fois, on peut avoir une période de silence. Alors, des fois, les enfants sont vraiment là, juste en période d'observation, puis ne parlent pas beaucoup à l'école. Si votre enfant apprend le français pour la première fois en maternelle, on peut s'attendre à ce que les premières semaines, il est vraiment en mode d'observation. Puis ça, c'est typique, on ne s'inquiète pas de ça. S'il y en a d'entre vous qui parlez une langue d'origine à la maison, peut-être que vous parlez une autre langue minoritaire. Bien, parfois, si la langue d'origine n'est pas parlée à la maison, il y a un risque que l'enfant perde la langue d'origine. Puis ça, on ne veut pas ça.
La langue d'origine, c'est souvent une langue qui se retrouve au cœur de l'enfant. Donc, on veut s'assurer que les parents continuent à parler la langue d'origine. Ça peut être, comme j'ai mentionné, l'arabe, ça peut être le farsi, ça peut être le créole, ça peut être n'importe quelle langue. Donc, on veut éviter qu'il y ait la perte de la langue d'origine. Si la langue maternelle est l'anglais, par contre, et l'enfant est dans une école de langue française, il ne perdra pas l'anglais. L'anglais est une langue majoritaire, donc ça, il n'y a pas de risque pour ça. On va souvent voir que les enfants vont mélanger les langues, et ça, c'est encore tout à fait normal. Donc, lorsqu'un enfant est en train d'apprendre une langue seconde, que ce soit le français, l'anglais, une autre langue, on va voir là, cette alternance de code. Donc, c'est my toy, par exemple. Ou peut-être qu'ils vont avoir des phrases télégraphiques, comme moi faim. Encore, ça fait partie du processus. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des inquiétudes, par contre, vous pouvez toujours consulter un orthophoniste pour vous assurer qu'il n'y a pas autre chose. On va aussi voir des transferts des connaissances d'une langue à l'autre. Puis des fois, ça mène à des erreurs. Donc, en français, on met toujours, presque toujours la couleur en avant du nom ou l'adjectif en avant du nom. Après le nom, excuse. Donc, je vais dire ma blouse blanche, mon camion bleu. Mais en anglais, c'est l'inverse. On dit my white blouse, my blue truck. Donc, les enfants vont des fois faire un transfert puis vont dire le bleu camion. Encore là, c'est normal. Ils sont en train de dire s'ils connaissent. Ou on va entendre souvent je suis froid. Hein? En anglais, on dit I am cold. Donc, la traduction directe, c'est je suis froid, mais en français, on dit j'ai froid. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Puis, ça fait partie là, du processus d'apprentissage d'une langue seconde. Votre enfant, comme j'ai mentionné, qu'il soit français à la maison ou une autre langue, ou qu'il parle l'anglais à la maison puis apprend le français, bien, éventuellement, il va apprendre le français et l'anglais parce que vous êtes dans une école de langue française et parce qu'on vit dans une communauté plutôt anglophone. Donc, on va voir des fois qu'il y a une langue qui est plus dominante qu'une autre. Donc, ça veut dire qu'il y a une langue qui est plus facile, qui vient plus aisément à l'enfant. Donc, ça peut varier selon le vocabulaire, la syntaxe. Donc, quand je vous ai demandé tantôt qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner, ça, c'était quand même assez simple. Peut-être que c'était facile pour vous de l'écrire en français. Si je vous demande de me décrire comment est-ce que vous programmez votre télécommande sur votre télé, bien, peut-être que ça va être quelque chose qui va être plus facile pour vous de m'expliquer en anglais. Peut-être que tous vos réglages sont en anglais. Donc, ça veut dire que vous êtes plus dominant en anglais pour ce sujet-là. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Si vos enfants jouent à un sport ou font une activité, si cette activité-là se déroule en anglais, ça va être plus facile pour eux de vous en parler en anglais. Donc, vous pouvez leur donner les mots en français si c'est des mots que vous connaissez. S'ils disent « I shot a score at soccer ». « Ah oui, tu as fait un but ». Lorsque tu joues au soccer, on peut répéter en leur donnant les termes en français. Mais c'est normal qu'il y ait une dominance là, dans une langue versus une autre. Ça dépend de comment, s'ils sont vraiment exposés à cette langue-là pour ce sujet-là. C'est quelle sorte d'interaction qu'ils ont eu. S'il y a eu quelque chose qui est arrivé à l'école ou puis c'est avec un ami qui est plutôt anglophone, bien, peut-être s'ils vous en parlent, ils vont en parler plutôt en anglais. Alors, juste pour pas que vous inquiétiez, ça fluctue avec le temps. Ça fluctue selon le sujet, selon les intérêts des enfants et c'est normal. Ça peut changer aussi avec des transitions majeures. Donc, évidemment, l'entrée à l'école, un déménagement, peut-être un déménagement dans un nouveau quartier. Peut-être qu'il y a une langue qui va devenir dominante temporairement selon le besoin. Donc, encore là, si il se retrouve dans des leçons de natation, puis que là, vraiment, il faut qu'il parle en anglais pour se débrouiller, bien, vous allez voir que peut-être qu'il va préférer l'anglais là, ces soirées-là. Donc, d'autres facteurs qui contribuent à l'acquisition d'une langue seconde, donc l'âge, plus l'enfant est jeune puis apprend une langue seconde, plus il va pouvoir maîtriser cette langue. L'habileté innée à apprendre une langue, donc ça va pour la première langue, la deuxième langue, troisième langue. Il y a des enfants qui sont juste meilleurs à apprendre des langues, tout comme il y a des enfants qui sont plus aptes à être sportifs.
l'attitude et l'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage à une langue seconde. Je devrais même dire ici juste à une langue minoritaire aussi, parce que souvent, par la deuxième, troisième année, les élèves se rendent compte que pourquoi que partout dans la communauté, ça se passe en anglais? C'est de leur expliquer, oui, ça se passe comme ça. On est dans une communauté plutôt anglophone. Il faut faire un effort pour parler le français. La durée, plus un enfant est exposé au français pendant une longue période de temps, mieux sera ses habiletés. Le statut socio-économique, donc les enfants qui sont issus de foyers à statut socio-économique un peu plus défavorisé. La recherche montre que des fois, c'est plus difficile pour eux d'apprendre la langue. Donc, on veut que ces familles-là aient recours à un langage riche, à des livres, à des activités qui offrent un langage riche et un vocabulaire diversifié. Et évidemment, l'environnement familial. Donc, on sait que connaître un mot, donc la connaissance réceptive, les mots qu'on comprend, c'est important. Mais si les élèves ne font que lire ou entendre un nouveau mot, ils ont peu de chances de s'en souvenir, encore moins de l'utiliser. Donc, l'expression anglaise, if you don't use it, you lose it. Il faut utiliser les mots. On veut vraiment encourager les enfants à parler le français. Donc, oui, vous pouvez mettre des émissions télévisées, Netflix en français, vous pouvez écouter de la musique en français. En fait, c'est fortement encouragé de le faire, qu'il y ait des applications en français. Mais on veut aussi que les enfants parlent le français, que ce soit leur langue première ou langue seconde. Parce que dans la vie de tous les jours, souvent, plus ils vieillissent, ils vont parler plutôt en anglais. Pas tous les enfants, mais plusieurs. Je parle par expérience, j'en ai 3. Donc, on veut vraiment les encourager de parler en français, de vouloir parler en français. Alors, à la fin mars, je vais vraiment parler plus de, comme j'ai mentionné, de la lecture. Mais je veux juste préciser que moi, l'objectif de ceci n'est pas de parler de comment un enfant va décoder les sons d'un mot. C'est vraiment ce bout ici. Donc, ça ici, ça s'appelle la corde de Scarborough. Et c'est un chercheur qui avait découvert que vraiment, il y a 2 volets importants à bien lire, à bien comprendre ce qu'on lit. Oui, il faut décoder les lettres d'un mot, mais il faut aussi avoir un bon vocabulaire. On est pas mal tous capables de lire dans une autre langue. On peut lire en espagnol, en italien, en allemand même, mais si tu n'as pas le vocabulaire, tu ne vas probablement pas comprendre. Alors, c'est vraiment important d'avoir des bonnes connaissances antérieures, du bon vocabulaire, etc. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qu'on va aborder un peu à la fin mars. Here you have the same reading rope, but in English. D'autres chercheurs, donc Goff et Tubman, eux autres, ils ont fait ça une genre de multiplication. Donc, tu as le décodage, donc savoir que P fait P, A fait A, L fait L, mais tu as aussi la compréhension du langage. Donc, il faut que tu aies un 1 fois 1 égale à 1. Dès qu'il y en a un de ces deux-là qui est un 0, ben, tu sais que 1 fois 0 égale à 0. Donc, pour qu'un enfant puisse bien comprendre ce qu'il lit, il faut bien décoder, bien sûr, mais il faut bien comprendre ce qu'on décode. Alors, lorsqu'on veut vraiment travailler la compréhension du langage, on recommande aux familles de lire des textes avec un beau vocabulaire riche. Donc là, c'est vous qui allez lire pour votre enfant, pour les plus jeunes, parce que c'est souvent des textes qui sont un petit peu plus trop difficiles pour que les enfants décodent. Donc, plus vous pouvez lire des textes riches en vocabulaire et d'avoir de belles discussions avec eux, plus vous développez ce vocabulaire-là. Donc, pour l'atelier du mois de mars, on va vous suggérer plusieurs listes de livres qui sont disponibles à différents niveaux scolaires. Puis, ils sont disponibles souvent en français et en anglais pour vous aider à la maison si vous ne pouvez pas lire en français. So we will suggest a lot of books for you to read at home that are available in both French and English during the March session. Alors, ce qui est important, c'est que le langage oral est à la base du langage écrit. Je l'ai dit à maintes reprises, mais c'est vraiment important de comprendre ceci. Et le programme CAUD du français de la première à la 8e année met beaucoup l'accent sur les connaissances et les habiletés en langage oral pour ensuite se rendre à l'écrit. Donc, on sait que la connaissance des mots est le meilleur indicateur de la compréhension de la lecture. Donc, le vocabulaire en première année
prédit la compréhension de la lecture en 11e année. Ça avait été démontré en 1997 et ça a été démontré encore là, par la suite. Here is the same quote in English. Donc, comment est-ce que les enfants apprennent les mots? Un enfant préscolaire va apprendre à peu près 9 mots par jour, juste spontanément, parce qu'ils sont vivants, puis parce qu'ils écoutent, puis ils jouent. Un enfant d'âge scolaire peut apprendre jusqu'à 20 mots par jour. Mais apprendre, il faut le dire vite. Ça ne veut pas dire qu'ils puissent s'en servir de manière précise, mais ils vont moins être exposés et avoir une connaissance là, vague de ces mots-là. Donc, il y a ce qu'on appelle un apprentissage accidentel. Ça se fait juste par le simple fait que l'enfant entend et joue. Mais on veut aussi un enseignement explicite. On veut que vous, comme parents, puissiez nous aider les enseignants à enseigner des mots. Il y a au-delà de 200 000 mots en français. C'est impossible à tout enseigner les mots. Donc, j'ai créé des infographies et des capsules vidéo qui parlent justement de l'acquisition du vocabulaire. Comment est-ce que les enfants apprennent le vocabulaire? Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a comme 4 étapes à apprendre un vocabulaire. Étape 1, c'est qu'on ne connaît pas du tout le mot. Puis même comme adulte, il y a des mots qu'on n'a jamais entendus. L'étape 2, c'est qu'on a une connaissance générale du mot. L'étape 3, on commence à pouvoir l'utiliser dans certains contextes. Puis étape 4, tu peux t'en servir n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel contexte. Donc, on veut vraiment que les enfants, les élèves soient capables d'utiliser les mots à l'étape 4. Ici, ça dépend de leurs expositions et de leurs intérêts. Donc, ici, j'ai un enfant qui aime jouer avec des poupées versus un enfant qui aime jouer avec les Legos. Donc, on ne peut pas comparer le vocabulaire de ces deux enfants-là parce qu'ils vont avoir différents vocabulaires dans leur répertoire. Ça dépend de leurs intérêts. Donc, on n'apprend pas un mot avant d'en apprendre un autre ou un autre. Il n'y a pas une structure. Il ne faut pas que tu aies appris bébé avant d'apprendre le mot adolescent. Ça s'apprend selon l'expérience et selon les intérêts. Donc, je vous recommande de nommer les objets autour de vous. Expliquez vos actions. Dites ce que vous faites. « Ah, je me prends un verre d'eau, je vais me mettre de la glace dedans. Oh, c'est très froid, j'ai les dents sensibles, ça fait mal. » Donc, vous pouvez parler de ce que vous faites. Donnez un bon modèle. Si l'enfant choisit le mauvais mot, si l'enfant dit, par exemple, je veux disons, s'il regarde par la fenêtre et il dit « Ah, je regarde par la glace. » Donc, « Ah, tu regardes par la fenêtre ou par la vitre. » Tu sais, leur donner le bon modèle. Donnez un autre mot pour un objet, une place ou une personne. Donc, vous pouvez leur donner un synonyme. Donc, « Ah, regarde, il fait tempête dehors. » C'est une intempérie. On peut utiliser ces mots-là parce que vos enfants vont les rencontrer à l'école, ces mots-là. Et amusez-vous à découvrir de nouveaux mots. Si vous ne connaissez pas le mot pour un objet, « Ah, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va aller voir. » Donc, plus votre enfant découvre que les mots ont une importance, plus il va vouloir les découvrir. Je veux parler brièvement des 3 niveaux donc, de vocabulaire. Donc, niveau 1, c'est surtout des mots de base. C'est des mots, votre enfant arrive à l'école avec ces mots-là. C'est des mots comme chien, content, maman, pompier, auto, balle, pantalon, gilet, cheveux, nez. Okay, des mots de base. Les mots de niveau 2, on va souvent les entendre dans le vocabulaire plus scolaire, dans les livres. C'est des mots comme maintenir, privilégier, effectuer, obtenir, stupéfait. Alors, c'est des mots qu'on peut utiliser dans plusieurs contextes, mais les enfants ne les apprennent pas tout seuls. Il faut leur enseigner ces mots-là. Et ensuite, on a les mots du niveau 3. Puis ça, c'est des mots que vos enfants vont apprendre à l'école. C'est des mots qui sont spécifiques à un sujet comme péninsule, réverbération, polygone, photosynthèse, système respiratoire. Donc, c'est des mots très précis. Donc, ici, vous voyez, un mot du niveau 1 pourrait être bonbon, niveau 2, friandise. Se pousser versus se bousculer. Dormir versus sommeil. Donc, comme je dis, votre enfant entend plus ces mots-là dans le kitchen talk, mais à l'école, ils vont être exposés à ces mots-là. Donc, plus ils peuvent être exposés à ces mots-là à la maison, mieux c'est. Savez-vous qu'un enfant doit entendre un mot au moins 12 fois
dans différents contextes pour bien comprendre ce mot. Donc, plus vous répétez, mieux c'est. Voici une liste ici. Ce n'est pas une liste exhaustive, il y a 200 000 mots. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de ces 3 niveaux-là. Et remarquez qu'il y a un astérisque à côté de plusieurs mots. Ça, ce sont des mots qu'on appelle des mots amis ou des mots congénères. C'est des mots qui sont pareils en français et en anglais. Balle, ball, orange, orange, marionnette, marionette. Puis regardez comment il y a de plus en plus d'astérisques au niveau 2 et ensuite encore plus au niveau 3. Même si vous ne parlez pas le français couramment à la maison, vous pouvez aider vos enfants à apprendre des mots du niveau 2 et du niveau 3 en leur parlant de ces mots-là en anglais. Donc, périmètre, perimeter, quadrilatère, ou je ne me souviens pas c'est quoi celui-là, je ne vais même pas m'essayer, parallélogramme, parallélogramme, dénominateur, denominator. Donc, vous pouvez les aider à entendre et comprendre ces mots-là en anglais, puis ça va avoir un impact sur leur compréhension en français. Donc, je continue pour un autre 2-3 minutes. Je veux juste vous montrer des extraits de travaux remis aux élèves par le personnel enseignant. Donc, ça, c'est des extraits que j'ai amassés au cours des années. Donc, au jardin d'enfants, on aurait une activité, ça, c'était pendant la pandémie. Donc, le chat orangé dort sur son dos. Il est comique. Donc, ici, on a quelques mots du niveau 2. Orangé et comique. Comique au lieu de drôle. Donc, vous pouvez, si vous voyez cela à la maison, si ça vous arrive à la maison, vous pouvez leur en parler de ces mots-là qui sont un peu plus difficiles. Ici, c'est un texte qui porte sur Fifi la moufette. Puis, j'ai écrit ici les mots approcher, arroser, liquide, vidange, gourmande. Donc, vous voyez comment que c'est important qu'ils comprennent ces mots-là pour comprendre le texte. Je vais continuer. Vous allez avoir les exemples. Moi, je peux partager les PowerPoint. Je n'ai pas de problème avec ça. Ici, dans cette activité, on dit « Les images ci-dessous représentent des actions qui peuvent être posées pour préserver notre planète. Regarde-les attentivement et décris l'action qui est posée. Ensuite, décris le bienfait que cette action aura sur notre planète. » Donc, c'est des gros mots. Mais regardez, il y en a plusieurs qui sont les mêmes en anglais. Donc, si vous parlez l'anglais à la maison, représente, represent, préserver, preserve, attentivement, attentively. Donc, on peut déjà utiliser les mots qu'ils connaissent peut-être déjà pour les encourager à apprendre ces mots-là en français. Donc ici, je vous montre une infographie, mais je ne vais pas en parler. J'ai préparé une vidéo et une infographie qui explique comment bien préparer votre enfant pour l'école de langue française. Donc, je répète beaucoup des choses que je vous ai dit aujourd'hui. Ce qui est important à noter ici, c'est que votre enfant a plusieurs compétences qui est en dessous de l'eau de l'iceberg. Puis ce qu'on voit sortir, c'est la pointe des langues. Donc, vous autres, comme parents, vous pouvez vraiment travailler à ces compétences de base-là. Je termine avec ceci et ensuite, on aura du temps pour des questions. Fred Genesee avait créé l'acronyme TLC pour expliquer aux parents comment ils peuvent aider. Puis moi, je l'ai converti en acronyme AMOUR. Donc, le TLC, c'était Thoughtful, Long-Term Commitment, Create an Additive Learning Environment. Puis voici le tableau en anglais. En français, on veut que leur apprentissage, si vous êtes bilingue, que ce soit additif, que le français s'additionne aux langues parlées à la maison, qu'il y ait un maintien, qu'ils veulent parler le français pendant plusieurs années, qu'il y ait une certaine obligation de la part de la famille. Je vous avais mentionné, apprendre une langue minoritaire, il faut vraiment que toute la famille s'implique puis qu'il y ait une genre d'obligation parce que c'est difficile de trouver des activités en français dans la communauté. C'est quoi le but ultime que vous envisagez? Est-ce que c'est d'atteindre un bilinguisme par la fin de la 12e année, un bilinguisme équilibré? Si oui, bien c'est ça, il va falloir assurer le 40 à 60 %. Il faut que ce soit réfléchi. Essayez de trouver des activités, que ce soit peut-être faire FaceTime ou Zoom avec des grands-parents, des cousins, cousines qui parlent français, de peut-être planifier un petit voyage au Québec. Ça n'a pas besoin d'être loin, ça peut être à Rouyn-Noranda. De visionner des films en français. Donc, il faut vraiment essayer de trouver des activités. Donc, je décris chacun de ces parties-là en détail sur les diapos.
Ici, c'est des astuces pour les familles bilingues. Ici, c'est quelque chose qui a paru là, tout récemment, le 3 février, puis je vous donne le code QR. C'était dans le droit, ça disait « La mère a 2 fois plus d'influence que le père sur la langue à laquelle un enfant est exposé ». Je trouve ça intéressant, mais je vais terminer avec ceci en bas ici. Donc ça vient encore de ce même article-là. C'est mieux d'avoir des interactions très confortables, de bonne qualité et de passer assez de temps avec l'enfant dans chaque langue que de se forcer à suivre une stratégie stricte de transmission. Donc, ça n'a pas besoin d'être un parent, une langue, pourvu que votre enfant ait des activités confortables, riches en vocabulaire et diversifiées en français et peut-être dans les autres langues. C'est ça qui est important pour assurer que votre enfant développe un vocabulaire scolaire qui leur permettra de pouvoir suivre le curriculum plus il devient exigeant. Donc, je reviens aux ressources que je vous ai partagées. J'ai aussi un Padlet pour les parents. Un Padlet, c'est un genre de mini site web où vous allez retrouver plusieurs ressources pour appuyer vos enfants. J'ai aussi un podcast, un balado, How to Help Your Kids Learn French in an English World. Il est seulement disponible en anglais, mais vous pouvez l'écouter gratuitement. Et prochains ateliers, fin mars, comment soutenir son enfant dans l'apprentissage de la lecture. Donc, je m'arrête là pour 10 minutes, 9 minutes de questions. Si vous en avez ou des commentaires ou des précisions, n'hésitez pas. C'est silencieux. Moi, j'avais une question. OK, vas-y. Puis ensuite, je pense qu'Anna aussi avait une question. Tu peux passer à la deuxième. OK. Oh, non, vas-y, Patrick, ça va. Merci, Tracy. Alors, wow, c'est impressionnant, ta présentation. Je dois être honnête, ce que j'ai apprécié le plus, c'est les chiffres. Moi, je suis un gars de chiffres. Alors, justement, quand mes enfants ont débuté l'école, c'était ma première question lors de ma visite dans les écoles. C'était quoi le pourcentage des élèves dans l'école en tout début, spécialement, qui parlent en français. Puis c'était effectivement 70%. Alors, j'apprécie tous les données que tu nous as montrées. Ça nous a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir et je pense que en bout de ligne, là, c'est la raison de cette session ici, c'est de prendre le temps, s'arrêter puis de réfléchir. Ça m'a fait penser, ce que tu as mentionné, c'est la motivation et le vouloir. C'est ça, je pense, l'élément clé qui peut aider à nos enfants à parler encore plus le français. Mm-hmm. Moi, à la maison, nous, à la maison, on parle toujours en français avec beaucoup d'expressions, disons, anglaises. Mais quand même, je vois que moi, j'ai un enfant qui est dans le groupe de, disons, maternelle à la 2e, et puis un enfant qui est de la 3e à la 8e. Et puis, je vois qu'il y a une grosse transition à l'exposition de langue anglaise à partir de la 3e année et de plus. Et puis, moi, c'est effectivement une des conversations que j'ai eues lors de la rencontre des parents avec l'enseignante de mon plus grand. C'est comment s'y prendre, comme c'est quoi qu'on peut faire pour augmenter son vouloir de parler français à l'école. Alors, tu nous as donné un paquet de trucs dont j'apprécie énormément. Je crois, comme justement cette fin de semaine, j'ai de la famille qui vient du côté Québec. Puis j'étais effectivement pour demander à mon ami qui parle à mes enfants pour leur expliquer que c'est quoi l'importance de parler français. Parce que nous, quand on était jeunes, on parlait simplement français jusqu'à l'âge de 6 ans en classe. Mais c'est plus le cas, malheureusement. Alors, ma question pour toi, alors, tu nous as donné tu nous as donné beaucoup de trucs. Mais ça serait quoi ton conseil primaire ou ton meilleur conseil pour motiver, donner le vouloir à nos enfants à parler le français?
Je dirais comme parents, c'est de leur en parler, de l'importance. C'est, tu sais, c'est important d'être bilingue pour vos raisons à vous. Que ce soit de parler avec les membres de la famille, que ce soit d'avoir un métier plus tard, que ce soit parce qu'on vit dans un pays bilingue, donc de parler de ça. Mais aussi, je dirais de ne pas non plus les punir, là, entre guillemets, s'ils vous parlent en anglais, mais de plutôt leur donner le modèle. Parce qu'on veut quand même que votre enfant se sente toujours à l'aise de venir vers vous pour vous parler de moments difficiles qu'ils ont vécus ou des petites choses qui leur tracassent. Puis des fois, ces choses-là, émotionnelles, des fois, ça peut leur venir plus facilement en anglais. Hein? Je vous ai dit, des fois, on est dominant dans une langue plus qu'une autre. Donc, je dirais, s'ils vous viennent avec quelque chose qui vous parle en anglais, c'est peut-être pas le moment de leur dire « Hey, parle-moi en français », parce que là, peut-être qu'ils vont pas vouloir vous le dire. Ce que je suggère normalement, c'est s'ils vous le disent en anglais, vous pouvez le reformuler en français. Vous pouvez répondre en français. Mais s'ils disent « Ah, something's really bothering me at school, blablabla », ah oui, hein, ça te tracasse. Hein? Moi, je comprends que ça te fait de la peine ce qui est arrivé. Donc, juste leur donner les mots. Si vous l'ont dit dans une langue, en anglais, c'est parce qu'à ce moment-là, c'était la langue qui était souvent la plus facile. Bon, je dis ça, mais s'ils font juste vous dire « Pass me the milk », mais là, peut-être, c'est « OK, franchement, tu peux me le demander en français ». Donc, c'est d'aller voir, de ne pas toujours être, de jouer l'avocat du diable, tu sais, parle français, parle français, parle français. On est dans une communauté bilingue, donc c'est d'aller trouver ce juste milieu-là et de donner le modèle. Donner le modèle s'il vous arrive puis vous parle en anglais, donne le modèle, puis essaye d'encourager que la conversation devienne en français. Mais c'est pas facile, comme tu dis, plus l'enfant vieillit, plus les conversations deviennent plus abstraites aussi. Donc, je dirais que ça, c'est un conseil que j'ai vécu moi-même. Là, mes enfants ont maintenant 15, 17 et 19. Donc, tu sais, des fois, oui, j'aimerais mieux qu'ils me parlent en français, mais que veux-tu? Je réponds en français, puis je suis toujours là pour promouvoir le français. Puis, ils vont le réaliser eux-mêmes en vieillissant. Je pense que dans la communauté, ils vont voir les bienfaits une fois qu'ils commencent à chercher pour des emplois, même lorsqu'ils vont faire du bénévole à l'école. Souvent, quand on parle plus d'une langue, on a une différente expérience. Puis, je sais que mes enfants ont tous apprécié là, être compétents en français autant qu'en anglais. Excellent. Merci bien. Puis j'avais effectivement écrit ce conseil-là pendant ta séance de répéter en français. Ça, je pense que c'est un super bon conseil. Alors, merci. Excellent, merci. Je crois que ça, Erna a une question. Hein? Puis ensuite, Sabrina aussi, je remarque ta main levée. Merci pour votre bonne présentation. J'apprécie. Et quand moi j'étais arrivée ici au Canada, je ne comprenais pas pourquoi on nous conseillait de mettre l'enfant dans l'école francophone. Là, je ne comprenais pas pourquoi, étant donné qu'on dit que le Canada est bilingue. Maintenant, je comprends. Et j'aimerais savoir, s'il vous plaît, si à l'école, l'enfant sera influencé avec l'anglais. Parce que moi, je viens d'un pays de la zone francophone. Mon enfant, lui, parle français, mais il ne parle pas anglais. Et ce que j'entends, on dit, bon, ce que j'entends, parce que moi, je suis nouvelle arrivante, je ne sais pas encore, on dit les enfants qui sont dans les écoles francophones, parlent plus l'anglais que le français. Donc, j'aimerais savoir si nos enfants qui viennent peut-être de la zone francophone seront influencés par l'anglais. Bien, c'est sûr qu'on vit dans un contexte bilingue. Hein? Donc, il y a le contact des langues. Alors, si tu es issu d'une zone francophone où il n'y a pas beaucoup de ce contact des langues, c'est sûr que c'est le français qui prédomine. Mais dans toute communauté, que ce soit ici à Sudbury ou ça peut être en Irlande ou au pays de Galles ou en Basque, dès que tu as une langue minoritaire en contact avec une langue majoritaire, c'est souvent la langue majoritaire qui l'emporte. Donc, c'est pour ça que les écoles, le personnel enseignant va développer des stratégies pour encourager les élèves à se parler entre eux en français. C'est quelque chose qui est comme seconde nature. Lorsqu'on est francophone, on va souvent parler la langue majoritaire. Alors,
oui, il va y avoir un contact avec l'anglais parce qu'il y a des enfants qui ne parlent pas le français, qui sont en train d'apprendre le français à l'école. Alors encore là, comme parent, vous pouvez encourager vos enfants de continuer à parler le français à l'école, malgré le fait qu'ils vont entendre des enfants parler l'anglais. D'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui apprennent, qui parlent l'anglais dans des écoles de langue française. Donc, plus ils sont conscients de leur environnement, plus ils vont comprendre les bienfaits de continuer à s'exprimer en français. Donc, la réponse courte est oui, ils vont être influencés par l'anglais parce qu'on vit dans une communauté majoritairement anglophone. Donc, 70% des gens de la communauté sud-buroise parlent l'anglais. Donc, c'est la réalité d'être dans un contexte minoritaire, mais on peut contourner ces défis-là en ayant des discussions avec nos enfants. Merci. Parfait, merci. Est-ce que Sabrina, tu voulais poser ta question? Two very interesting questions to follow with an English question. I am curious, you did touch on it in your presentation, and I see from your resources on your website that you have like an ADHD resource, but I'm curious in children who do have maybe learning disabilities with the bilingualism. So we're separated parents. One parent is French, one parent is English. And a child whose primary language is English and goes to French school. My son's in grade 3. I did choose to attend this one because he's so delayed in his learning. So I'm curious, like, what kind of obstacle something like learning disabilities or ADHD are for a child who's trying to learn in another language and only getting maybe that. I would say his extracurriculars are in French from Centre de Santé Communautaire de Sudbury. So that's really helpful. Like he's getting a little bit of extra exposure, but for sure he's maybe only at like the 40%. Right. That's a really good question. And a lot of research has focused on this topic. And to date, there's no study that has shown that children with ADHD or a language disorder or language or learning disability cannot learn more than one language. And so it comes back to the brain, the means. So yes, they're not typically developing, but if they have extra support and maybe extra exposure, research has shown are able to acquire a second language. And I think it comes down to the bilingual advantage later on in life. So if they do have a learning disability, ADHD or what have you, it's tough. School is tough for these kids, whether they're in school in their first language or second language. And so giving them a bilingual advantage for when they're applying for jobs later on will potentially be helpful. And so I know that I have a child with a language disorder, and she's bilingual, and she often gets advantages as a teenager because she's bilingual for jobs. So you got to kind of weigh the pros and cons, but they definitely can learn more than one language. They'll just need maybe a little bit more extra help. You can get an IEP, an individualized education plan through school for them to have extra help with the resource teacher perhaps. So there's a lot of support for children with special needs or, who have learning disabilities. But yeah, they can learn a second language for sure. I'm more, I guess, as a follow-up, I'm curious if the second language is, I know this maybe is outside of your scope, but is a second language a detriment to their ability to learn? No. No. And I can tell you that with 100% certainty. Okay. Yeah, so a lot of research has been conducted on that, and bilingualism does not hinder learning. It's actually the opposite. It often raises metacognition, awareness. There's a lot of studies have shown the positive effects of bilingualism on cognition. So the short answer is no, but it comes down to the exposure, right? They have to be sufficiently exposed to the language as well. Thank you so much. Okay, est-ce qu'il y a d'autres questions? Any other questions? If not, Patrick, I'll let you have closing to le mot de fin. Oui, moi j'aurais plein d'autres questions pour être honnête, mais évidemment, on a juste un certain montant de temps qui est alloué dans notre journée. Là.
Je vais faire certain de me joindre à vous jeudi. Jeudi, nous allons avoir une autre session à midi, le 27 février. Alors, si les autres participants, vous auriez des questions, vous allez avoir une autre opportunité jeudi cette semaine pour vous rejoindre. Merci pour tous tes conseils. Ça va être semblable jeudi, mais je vais donner des exemples pour les troisième à la 6e année. Mais c'est sûr que quand même, il va y avoir des répétitions. Là. Je ne veux pas que vous pensiez que ça va être complètement nouveau parce qu'il y a des concepts de base qui sont les mêmes, mais les exemples vont être plus là, pour les 3e à la 6e année. Excellent, j'ai bien hâte. Alors, au nom des membres du CPP, des parents du CSC Nouvelon, j'aimerais exprimer ma sincère gratitude à Mme Chantal Maillé-Crittenden pour sa présentation informative sur appuyer mon enfant dans son apprentissage. Merci beaucoup pour votre présentation enrichissante sur l'apprentissage des langues minoritaires et l'importance de l'exposition à la langue française. Votre expertise et vos conseils pratiques aideront grandement les parents à soutenir leurs enfants dans leur développement linguistique. Je tiens aussi sincèrement à remercier les parents d'avoir participé à cette session informative en espérant que vous ayez profité de la séance. Vous recevrez sous peu une communication qui vous invitera à répondre à un sondage de satisfaction dans le but de nous appuyer à mieux comprendre les besoins de notre communauté scolaire afin d'y répondre. Alors, merci beaucoup à tout le monde. À bientôt. Merci. C'est ça. Puis avant que les gens quittent, on voulait aussi céder des paroles. Merci de Mme Crittenden. On voulait aussi céder des paroles à Lynn Breton de notre conseil, qui a aussi une ressource à vous partager. Je sais que le temps devient très restreint pour les gens, mais on vous demande un petit peu quelques minutes pour une prochaine présentation. Donc, est-ce que tu es avec nous, Lynn? Oui, je suis ici, Tracy Lynn. Merci beaucoup. Ça va prendra pas beaucoup de temps. C'est simplement pour vous informer que l'équipe pédagogique au conseil a élaboré une ressource aussi pour développer le vocabulaire chez les enfants, puis on le retrouve dans votre portail parents. Donc, pour vous aider à le retrouver, je vais simplement partager mon écran parce que je l'ai ouvert ici. Puis, Céline, tu me laisseras savoir si tu vois mon écran. Oui, je le vois bien. Donc, tu vois le portail parents? C'est ça. Excellent. Donc, dans le portail parents, vous avez juste ici un petit livre et il y a une liste de mots usuels que vous pouvez présenter et même travailler avec vos enfants. Tantôt, Chantal parlait de motivation. Bien, je pense qu'il n'y a rien de mieux que lorsque le parent participe avec l'enfant, ça vient aussi motiver l'enfant à vouloir en apprendre davantage. Donc, en cliquant sur mots usuels, vous ouvrez les activités. Puis, dans la catégorie, il y a plein de mots qui sont en lien avec différentes catégories, à l'intérieur de la maison, les aliments, etc. J'ai choisi de vous présenter école, la rentrée, parce que peut-être vous avez des enfants qui vont commencer à la maternelle. Je ne suis pas trop certaine. Donc, mais c'est accessible à tous les parents et à tous les enfants. Donc, vous choisissez la page et à l'intérieur, je ne crois pas avoir partagé l'écran avec le son, mais en cliquant l'image, on entend la voix. Est-ce qu'on l'entend, Tracy Lynn? Non. OK. Donc, on entend une école, puis ensuite, c'est quand même assez lent pour permettre à l'enfant de répéter. Donc, on entend une école, l'enfant répète une école. Ensuite, on dit l'école parce que c'est un autre déterminant qui va avec école. Et ensuite, la dame répète une petite phrase avec école. Par exemple, ça pourrait être je vais à l'école. Donc, l'espace de temps entre ce que la personne est en train de dire, c'est pour vous permettre ou permettre à l'enfant de répéter. Donc, il y a plusieurs catégories que vous pouvez présenter ou jouer même avec vos enfants dans le portail parents. Donc, on espère que vous allez vous en servir, surtout pour développer le vocabulaire chez l'enfant, chez vos enfants, et ainsi peut-être aussi vous appuyer comme parent aussi à appuyer votre enfant.